Bonjour tout le monde, nous allons commencer. Donc n'hésitez pas à vous asseoir, il y a encore des places devant, là, là, un peu dans le fond également. C'est bon, merci à tous d'être présents à cette session où nous allons échanger sur et si on cassait son application pour construire l'esprit DevOps de son équipe. Et pour ça, nous allons avoir deux intervenants de la société Veolia, Monsieur Laurent Pulse, et de la société D2SI, Jean-Charles Faisancieux, pour raconter l'histoire de la mise en place d'un Game Day. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un Game Day? Et vous inquiétez pas, on va rentrer dans le sujet de la société, donc un Game Day chez Veolia, et qu'est-ce qu'ils ont appris d'un point de vue technologique et organisationnel autour du DevOps. Donc, je vais laisser la parole à nos deux speakers pour entrer dans le vif du sujet. Bonjour. Bonjour. Je vais peut-être te laisser parler au début pour présenter Veolia Global Enterprise. Peut-être c'est important en termes de contexte. D'accord. Donc bonjour à tous, je suis Laurent Pulse, donc je suis DSI d'une entité de Veolia qui s'appelle Veolia Global Enterprise, qui représente à peu près, on va dire, aux alentours de 20%. Hein. Veolia, ça représente 25 milliards de chiffre d'affaires à peu près. Veolia Global Enterprise représente 5 milliards de chiffre d'affaires, présent dans une cinquantaine de pays. Et on va dire, pour schématiser un petit peu, que Veolia est organisé par région géographique, grande région géographique, et que Global Enterprise et lui, toute géographie est plutôt focalisée sur toutes les problématiques d'ingénierie. Donc en gros, l'ingénierie, l'invention, la R&D du groupe se trouve chez Global Enterprise. Voilà. Voilà. Et donc D2SI, nous, on est une société de conseil et on accompagne donc les équipes de Laurent depuis bientôt de nombreuses années sur la partie migration cloud. Aujourd'hui, on va parler de Game Day. Et la première question, j'aimerais savoir, c'est qui connaît les Game Day dans la salle? Ok. Et qui a déjà participé à un Game Day? Ouais, super. Autre question pour mieux connaître l'assistance. Qui est en charge de production informatique? En gros, qui est-ce qui est d'astreinte, qui a des pagers? Ok, bon, très bien. Et c'est sur la partie cloud ou ouais, pager cloud? Ouais, ouais, pas fou. Ok. Donc un Game Day, moi je vais juste vous raconter la petite histoire de comment j'ai découvert les Game Day. C'est lors d'un événement que D2SI organise, The Incredible Automation Day. Carlos Condé, qui était évangéliste à WS, a fait un retour d'expérience sur pourquoi les entreprises font des Game Day. Et notamment l'importance de l'automatisation pour réaliser des Game Day. J'ai écouté cette conf et je me suis dit, ce serait super intéressant d'arriver à trouver un client sur lequel on pourrait s'embarquer sur cette aventure-là. Et donc, du coup, on a réussi à le faire l'année dernière. Donc là, c'est un retour d'expérience de cette aventure. Et puis, on continue à le faire parce que demain, il y aura un Game Day avec les équipes de Veolia. Et c'est quoi finalement un Game Day? Alors, je cite Werner Vogels qui était là ce matin. Les systèmes informatiques, on demande en tant qu'utilisateur qu'ils soient toujours disponibles. Néanmoins, quand on travaille d'un point de vue IT, on sait que c'est extrêmement compliqué d'assurer la disponibilité d'un système parce que tous les composants du système passent leur temps à s'arrêter de fonctionner. Et ça met les équipes dans des situations extrêmement difficiles. Et on attend de plus en plus que les gens soient des super-héros, à faire plus en plus de changements, avec des infrastructures de plus en plus complexes, avec un niveau de service qui est toujours meilleur. Alors, le premier contact que moi j'ai eu sur les Game Day, c'est quand j'ai commencé à parler avec les gens d'Amazon, il y a 3 ans et demi à peu près. La première discussion que j'ai eue, je me rappelle, je me suis pris une bâche en fait, parce que j'ai expliqué que moi, en tant que DSI, mon premier souci, c'était que mes systèmes tombent jamais en panne. Et la gentille personne d'Amazon que j'avais en face m'a dit, et donc ma problématique, c'était comment mes systèmes peuvent-ils ne jamais tomber en panne? Et donc il m'a dit, là vous posez la mauvaise question. Donc si vous posez une mauvaise question, vous n'aurez forcément pas de réponse. Les systèmes tombent en panne, toujours. Et votre problématique, la bonne question, c'est pas comment faire pour que mes systèmes tombent pas en panne. La bonne question, c'est quand les systèmes tombent en panne, comment est-ce que j'arrive à faire
pour que ce soit transparent pour mes utilisateurs? Et effectivement, c'est la bonne question. Et si vous posez la bonne question, alors nous, on a une réponse. Et c'est la première fois qu'on a parlé du cas Netflix, puisque Netflix avait depuis longtemps déjà expérimenté le principe des Game Day. Donc voilà, un Game Day, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un événement d'une équipe qui va se concentrer et qui va essayer de trouver du plaisir et d'apprendre autour de la résolution d'incidents. Ça veut dire qu'on vit tous des incidents de prod. Enfin, moi, j'ai fait de la prod il y a de nombreuses années et je pense que parmi vous, là, il y en a beaucoup qui en font encore au jour le jour. C'est souvent à travers ces incidents-là qu'il y a un excellent esprit d'équipe. Enfin, les gens arrivent à s'aider et aller au-delà juste du silo organisationnel ou de la responsabilité pendant ces incidents. Donc, on verra que l'esprit pompier, il a plein de limites. On ne peut pas fonctionner que en mode pompier. Néanmoins, c'est super important de s'inspirer des pratiques en dehors de l'informatique et notamment, les pompiers ont des pratiques pour se préparer justement aux cas extrêmes qui sont imprévisibles. Et donc là, un exercice de Game Day, pour moi, c'est ça. C'est cette image d'une équipe qui a l'air contente. Enfin, ils ont l'air super heureux d'avoir passé une journée ensemble, alors que derrière, c'est l'enfer, c'est-à-dire qu'il y a la maison qui brûle et pourtant, ils ont l'air super contents. Donc on essaye, et c'est ça le message du Game Day, c'est construire cette équipe, créer ces situations extrêmes et avoir une équipe qui est heureuse d'avoir participé ensemble et partagé ensemble ce moment. Alors, donc on a commencé, pour remettre ça un peu dans le contexte, on a commencé donc il y a 3 ans et demi, 3 ans on va dire réellement, à bouger massivement nos assets informatiques sur le cloud, essentiellement, on va dire majoritairement autour des solutions Amazon, même s'il n'y a pas que Amazon dans nos piliers cloud. Et on a donc très vite réfléchi à la méthodologie. On a commencé à se connaître avec des deux SI à cette époque-là. On a décidé de faire peu, voire pas de lift and shift. C'est-à-dire que toutes les applications qu'on a montées, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, on les a transformées. Alors souvent en 2 étapes parce qu'on n'est pas, on n'était pas super puissant, donc on a commencé à bouger des choses en utilisant des systèmes, des services de Amazon, RDS, de l'Elastic Load Balancing, l'auto-provisioning, etc. Et puis souvent avec une deuxième étape qui consiste à aller plutôt vers du cloud native. Et l'une des choses que je dis assez régulièrement pour revenir sur le premier contact que j'avais eu avec Amazon, c'est que au-delà des services, moi en tout cas, moi et mes équipes, ce que ça nous a apporté, c'est une autre façon de voir les choses. C'est une approche conceptuelle un peu différente. C'est-à-dire qu'on commence à regarder les choses un peu différemment. Alors c'est le cas de la réflexion que j'avais eue au début, c'est de considérer les services Amazon comme une façon de faire les choses assez différemment. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'on avait suivi des formations avec Amazon, avec des deux SI, sur le DevOps, sur les différents stacks Amazon. Et on avait monté un premier environnement qui nous semblait robuste. Et en fait, l'expérience qu'Amazon ramenait à travers Netflix me faisait dire que on a tous été dans ces situations-là. Moi, je prends toujours l'exemple du backup, quoi. On a tous passé des années à monter des backups et puis à être très content et se sentir très safe parce qu'on a des backups. Et en principe, le jour où on cherche à restaurer, les backups sont corrompus, ils marchent pas, la machine n'est pas capable de les accueillir, etc. Et donc, je me disais, peut-être qu'on a monté ça bien, mais peut-être que pas. Et entre autres, moi, une des choses qui m'intéressait, c'était d'expérimenter quelle était réellement la robustesse et la résilience de ce qu'on avait monté de nos stacks Amazon. Le truc aussi, c'est que dans cette cloudification, en fait, on a transformé complètement les équipes. Donc on a plus d'équipe infrastructure, on a une équipe DevOps, etc. C'est beaucoup de bouleversements pour les équipes. C'est une autre façon de travailler. Et on sait bien que dans ce genre de situation, dans les situations de crise, la cohésion de l'équipe, c'est le plus important. Alors en principe, c'est comme les DRP, hein, on a des procédures avec l'équipe A fait telle chose, l'équipe B fait telle chose, etc. Puis quand on est en réel, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a plein d'impondérables, que le type de l'équipe B, en fait, il est pas là ce jour-là, qu'il est malade, ou qu'il peut pas intervenir, ou que la procédure est fausse, etc. Donc je voulais tester vraiment les choses et regarder comment l'équipe elle était capable de fonctionner devant un stack comme ça. Pour moi, c'était une bonne chose d'être challengé de l'extérieur, d'abord parce qu'on est, même si ça fait 3 ans, on est quand même des beginners sur Amazon, et que c'était bon d'avoir
d'avoir des gens qui viennent nous challenger. Et je pense aussi, je voulais que pour les équipes, ce soit quelque chose d'attrayant. C'est-à-dire, je voulais pas qu'il y ait un gros travail de préparation de leur côté. Je préférais que ce soit des deux SI qui le fassent et qu'ils prennent ça, ils prennent aussi le côté fun de, bah voilà, il y a deux équipes, il y en a une qui va péter un stack et puis on va regarder si on est capable de la remonter et l'autre équipe, comment elle est capable de réagir par rapport à ce genre de choses. Et dans la constitution de l'équipe, c'était de mélanger en fait toutes les compétences, y compris les compétences applicatives. D'ailleurs, dans les game day suivants, je pense aussi inclure des porteurs d'applications carrément, pour qu'ils voient réellement comment réagit leur application dans des situations de crise. Et alors on reparlera un peu après du bilan, mais c'est vrai qu'on a découvert, en fait, on a été assez au-delà de ce qu'on pensait découvrir. C'est un exercice super intéressant, les équipes étaient super contentes, et c'est quelque chose finalement qui nous a fait beaucoup avancer. Alors c'est un exercice d'humilité, c'est-à-dire que très clairement, si vous pensez que vous êtes super bon et que votre stack il est super stable et que rien ne le pètera, bah faut pas faire de game day. Faire un game day si vous pensez que vous n'êtes pas si bon que ça. Et nous, on a découvert qu'effectivement, on était loin d'être aussi bon que ce qu'on pensait et pas aux endroits où on pensait l'être. Par contre, on a découvert aussi que tout ce qu'on avait fait en termes d'automation, de DevOps, nous avait quand même servi. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même été étonné de voir qu'on arrivait à enlever des composants au milieu du stack et que l'utilisateur final ne voyait rien puisque le système était suffisamment résilient. Voilà. Donc, on va essayer de trouver les ingrédients du game day. Donc, ils sont là. Il y en a 6. Donc, on va faire un petit détail sur ces 6 ingrédients-là à mettre dans son game day. Premier, on l'a vu, gérer une prod informatique, gérer la disponibilité d'un système informatique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et un des moyens de traiter la complexité, et en tout cas d'aller chercher de la fiabilité dans la complexité, c'est de répéter. Et ce travail de répétition, très souvent, on a tendance à le formaliser à travers des plannings. Or, on se rend compte, et c'est très très difficile de planifier des tâches complexes, notamment quand c'est de très très nombreux intervenants, et on est très rapidement aux limites des capacités de planification. Donc le message, c'est qu'il faut avant tout se préparer. Et pour se préparer, il faut répéter. Alors, le deuxième message important, c'est la relation à tout se passe bien. Effectivement, une prod informatique, la plupart du temps, tout va bien. La question qui se pose, c'est comment les nouveaux arrivent dans l'équipe, comment est-ce qu'ils montent en compétences, et finalement, qu'est-ce qu'ils vont expérimenter vraiment. Et dans les conditions où les prods marchent très bien, mécaniquement, la montée en compétences sur le moment où ça va mal se passer, les gens ne l'ont pas fait. Et ça met d'autant plus en avant le besoin d'avoir ces environnements de répétition, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'apprendre que dans les situations extrêmes. C'est-à-dire, oui, les crises, c'est souvent les moments où on va apprendre énormément, parce que c'est très formateur de faire face à des crises. Néanmoins, ce n'est pas forcément le meilleur moment où on a envie de se retrouver seul face à une situation extrême. Parce que l'angoisse d'être seul et de prendre des décisions et de faire des bêtises, elle est très forte pour les équipes. C'est générateur d'angoisse. Et en plus, il y a un deuxième effet, c'est qu'une fois que la crise elle devient très très grosse, il va y avoir énormément de monde qui va intervenir sur la crise. Et là, on va avoir des vrais problèmes de coordination et de cohésion où tout le monde aura son avis sur l'origine du problème. Et où on peut créer des situations où la situation s'empire parce que tout le monde tire à gauche, à droite. Donc, c'est vraiment pour ça, les gens qui travaillent sur les systèmes où il y a des risques très importants en cas de défaut, ils travaillent sur des environnements de simulation pour apprendre. De la même manière, un pilote qui ne fait pas assez d'heures de vol dans une année, il fait du simulateur pour que l'on s'assure qu'il est suffisamment volé. Actuellement, les équipes de production informatique, potentiellement, certaines personnes n'ont pas touché à certains systèmes depuis très longtemps, et pour des raisons X ou Y, au mauvais moment, ils vont avoir besoin de s'y connecter. Donc vraiment, ce message-là aussi du besoin d'environnement de simulation, et c'est là où la magie du cloud, elle intervient. C'est-à-dire qu'avoir des environnements de simulation dans des data centers, c'est extrêmement complexe et extrêmement coûteux. Pour le cas de Veolia, remonter un environnement de simulation de la stack applicative complète, ça nous a demandé 4 jours hommes pour faire la partie automation, pour avoir un environnement on-demand de simulation pour une stack applicative. Donc c'est clairement quelque chose qui est accessible du fait de la partie automation et des API du cloud.
Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont participé à des tests de DRP pour des grosses entreprises, ce genre de choses. C'est quand même pas l'événement le plus fun qui existe dans l'année. À préparer, c'est souvent extrêmement consommateur. Hein. Ça veut dire que c'est des équipes qui travaillent pendant des semaines et des semaines pour s'assurer que le DRP marchera le week-end où on va faire la bascule, tester la bascule. Et une fois le lendemain que ça a été testé, on dit tiens, on a tamponné le DRP et ça y est, on est compliant. L'idée, c'est pas reproduire ce mécanisme-là. Aller chercher de l'énergie pour faire un game day, c'est aller basculer plutôt sur un mode de gamification. Ça veut dire que oui, on doit aller trouver de l'énergie parce que les gens, ils doivent éprouver du plaisir à faire le game day. Et pour éprouver du plaisir, il vaut mieux qu'ils jouent. Donc la première étape, c'est essayer d'identifier, comme tout bon jeu, il faut des règles du jeu, il faut des rôles, et essayer de voir comment les gens ils vont jouer avec ces rôles et avec ces règles du jeu. Ouais, c'est ça le message, quoi. Donc c'est pas les minions qui cassent tout, hein, potentiellement, mais il y a un peu ça quand même. L'idée, c'est que l'équipe, elle doit être contente de faire le game day, contente de le préparer et avoir envie d'en refaire. C'est vraiment, pour moi, un des facteurs de différence énorme avec les méthodologies classiques pour s'assurer la disponibilité des systèmes, qui sont très souvent les tests de DR. Donc là, je vous ai fait une vision très globale des game day. C'est-à-dire que si vous voulez en faire un chez vous, vous prenez ces ingrédients-là et normalement, vous arrivez à faire un cocktail game day. L'idée, c'est que maintenant, là, on va regarder beaucoup plus en détail sur qu'est-ce qui a été fait pour Veolia et quelles sont les leçons qu'on peut en retenir. Alors, le premier, c'est le côté un peu boring du game day. Ça reste un petit projet, quand même. Alors, il faut qu'il soit léger. C'est vraiment le sujet. Hein. Ça veut dire que monter un game day, il ne faut pas que ce soit un projet de 6 mois à 1 an, sinon on est en train de monter un DRP. L'idée, c'est chez Veolia, on a commencé, c'était début mai, et c'était pour la fête de la musique de l'année dernière où on a fait le game day. Donc ça nous a pris 6 à 8 semaines. Et c'est plutôt du délai. Ça veut dire que la charge, en gros, c'est une dizaine de jours hommes pour faire l'ensemble des activités et pour pouvoir réaliser le game day. Les 3 étapes sont essentielles. Ça veut dire que le game day, il est orienté à apprentissage. Donc pour qu'il soit orienté à apprentissage, il faut qu'il y ait une culture du feedback, une culture du débrief. Donc c'est pour ça que cette phase-là, c'était juste à juillet, août, on n'a pas pu le faire tout de suite à chaud. C'est pas très grave, on l'a fait au mois de septembre. Mais néanmoins, on a sacralisé ça parce que c'était important de respecter cette cérémonie du débrief. Alors le mythe du kick-off. Pourquoi faire un kick-off sur ce genre d'événement? Clairement, on va aller. C'est beaucoup un travail de sensibilisation. Ça veut dire que les gens, on va les sortir de leur contexte habituel. Ça veut dire que de manière concrète, le game day s'est réalisé dans les locaux des DVSI et ne s'est pas fait dans les locaux de Veolia. Il s'est fait sur un environnement de simulation qu'ils ne connaissaient pas. Et surtout, ce qui était attendu du game day, c'était leur participation et c'était leur capacité à apprendre. On n'était pas sur un mécanisme où on allait juger de la compétence des équipes. On était vraiment là pour savoir comment on allait améliorer le système et aussi améliorer, entre guillemets, la compétence des personnes qui opèrent ce système-là. Donc, oui, je crois que c'est important. Il ne faut pas mettre les gens, enfin c'était tout nouveau pour les gens de l'équipe. L'idée, c'est pas de leur dire attention, il y a un game day, il y aura une sanction, c'est pour voir si vous êtes bon, etc. Et donc il faut mettre les gens dans un cadre de confiance. Faut garder le côté fun du truc et dire ben voilà, on va se marrer parce qu'on va tout péter puis on va regarder ce qui arrive à remonter. On va le faire avec des gens qui nous connaissent bien, qui sont plutôt sympathiques. On va pas le faire chez nous effectivement parce qu'on sait que les gens sont souvent trop sollicités. Donc l'idée c'est de le faire plutôt c'était l'idée de le faire chez des 2SI. Et puis quand même de donner un minimum de cadre parce que en fait il y a eu ce délai mais on n'avait absolument pas planifié, moi j'avais pas planifié au départ que je ferais un game day dans l'année, les équipes ont bien d'autres choses à faire, donc il faut que ce soit très light en termes de préparation, en tout cas de notre côté, ça a été certainement moins côté des 2SI, mais c'est l'idée, c'est de mettre les gens dans une logique de bienveillance aussi, c'est comment est-ce qu'on va progresser. Donc encore une fois, il faut accepter que c'est un exercice d'humilité, et qu'il faut accepter que l'autre va nous dire des choses qui vont nous mettre en défaut, mais c'est bien le principe du truc, quoi.
une des premières choses sur lesquelles on a besoin de travailler lors du Game Day, c'est de savoir qui va participer et puis qu'est-ce qu'on va attendre de ce Game Day-là en termes d'apprentissage. Donc là, on est parti sur des équipes. Allez, virtuellement, il y en a 4, sachant que certaines personnes sont dans les mêmes équipes. Il y a 2 équipes qui vont être en charge de réparer les incidents. Donc, on a fait une équipe plutôt système d'un côté, une équipe dev et ops de l'autre. Une équipe qui, elle, avait la charge d'être observateur. Et dans l'équipe observateur, il y avait le tech lead, donc la personne qui connaît le mieux l'application. Elle n'a pas participé pour réparer l'application. C'est elle qui a travaillé sur la mise en place de l'environnement, qui a travaillé sur les scénarios de panne. Mais par contre, elle était juste observatrice pendant la journée, ce qui permet bien de savoir comment se comporte l'équipe quand la personne qui connaît le plus l'application n'est pas là. Et nous, on était plus en charge de la partie build. C'est-à-dire que oui, on a monté les environnements avec l'aide de Veolia pour avoir des environnements de simulation. Et surtout, on a fait la partie génération des défauts. Donc ça, voilà, donc ça fait une petite dizaine de personnes qui travaillent pendant la journée. Et avant aussi. Pour préparer les environnements, il faut automatiser les environnements. Donc là, il y a à la fois la partie automatisation. Donc c'est un exemple du template CloudFormation qu'on a utilisé pour déployer la base de données. Et la partie stack technique. Donc de manière volontaire, on est parti sur une stack technique qui est très cloud ready, on va dire, hein, puisque les composants de base pour assurer la résilience sur Amazon sont présents. On a des instances EC2 qui sont dans un auto-scaling group et qui sont load balancées. On a une base de données RDS qui est un service managé et on a un service S3 pour faire tout le stockage du contenu statique. Sachant que c'est l'intranet de Veolia qui a servi d'environnement de simulation. Vu qu'il y avait 2 équipes, on l'a fait 2 fois. Donc ça veut dire qu'il y avait chaque équipe avec son propre environnement de simulation. Donc vous pouvez voir juste la partie VPC était partagée, la partie network. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé là-dessus parce que c'était le VPC de non-prod de Veolia. Pour des contraintes techniques, on avait besoin d'être hosté dans ce VPC-là. Donc ça, c'était un environnement qui n'était pas automatisé avec CloudFormation. Donc voilà, le gros de la préparation a été de reprendre les templates déjà existants, de les améliorer et de pouvoir faire un déploiement à la demande au début de la journée. Et si jamais pendant la journée, on avait quelque chose qui était cassé de manière trop importante et qu'on voulait continuer les exercices, on pouvait redéployer complètement la stack. Donc les scénarios de jeu, on s'est posé des questions de faire des scénarios full stack. C'est-à-dire qu'on a aussi bien simulé des pannes côté hardware Amazon, même si ça n'arrive jamais. Clairement, c'est le point positif, hein, c'est que ce genre de panne, avec le design de l'application tel qu'il est fait, ne provoque pas d'incident côté utilisateur. Et d'ailleurs, on l'a fait pendant la journée, ça veut dire que le début, ça a été monter les environnements, et pendant qu'on montait les environnements et qu'on était en train de faire le débrief, on était déjà en train de casser les instances, et les personnes ne voyaient pas que des instances avaient été cassées. Et après, on a remonté les couches de manière un peu aléatoire. On a travaillé sur la partie système, sur la partie configuration réseau, où on a fait une erreur humaine de partie network, comme d'habitude. On a travaillé sur la partie plus application, donc soit pour simuler un crash applicatif, soit simuler aussi un problème de livraison du code applicatif sur une nouvelle version. Et le dernier point qu'on a fait, on a claqué un drop table un peu de manière aléatoire dans la base de données pour voir ce que ça allait donner. Voilà. Et c'est là, il y a le côté aléatoire qui a été présent, c'est-à-dire que le drop table dans la table, c'était la table d'index du site, et le site était toujours up and running sur une seule page web. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne marchait pas très bien, mais il y en avait une qui fonctionnait. Et le hasard a fait que c'était la page sur laquelle il y avait le health check. C'est-à-dire que tous les tests de disponibilité étaient ouverts parce qu'on est tombé sur la seule page qui fonctionnait en faisant un drop table. Et donc ça, c'est pour ça le côté... c'est des stratégies de préparation, c'est parce qu'on n'avait pas du tout planifié qu'on allait, en cassant la base de données, faire que tous les systèmes de health check fonctionnent correctement. Et ce qui a été intéressant, là, on a plus travaillé sur comment on restaure la base de données en utilisant RDS et les contraintes que ça peut apporter. Le dernier sur lequel on n'a pas travaillé, c'est la partie test de performance. Voilà, c'était aussi prévu de voir comment se comporte l'équipe face à des problèmes qui sont
ni tout blanc, ni tout noir, et donc ça veut dire qu'ils sont souvent un peu au milieu, ça veut dire qu'on a des problèmes de performance et un bottleneck quelque part dans l'infrastructure, et où la partie mesure est d'autant plus importante. Donc l'ensemble de ces scénarios-là, pendant la journée, ce qui est vraiment important, c'est le côté itératif et réussir à conserver une énergie durant toute la journée. C'est-à-dire que là, on a 6-7 scénarios à dérouler. On a commencé dès le matin en déployant et l'après-midi, on est en train de restaurer une database en fin d'après-midi. Donc ça, c'est comment faire pour que pendant la journée, on reste sur un mode où on réussit à chaque fois. C'est-à-dire que le but, c'est pas que les personnes au premier exercice n'arrivent pas à trouver qu'est-ce qui se passe et ils restent bloqués jusqu'à 17h face à cette situation-là. Le but, c'est que tous les scénarios se déclinent, qu'on arrive à résoudre les scénarios collectivement et que potentiellement, on n'en sorte pas que juste « tiens, j'ai réussi à réparer le système », mais aussi « est-ce qu'il n'y a pas d'un point de vue architecture quelque chose que je peux me faire tout de suite ? Est-ce que je ne peux pas, d'un point de vue log management ou métrique, ou en tout cas observabilité, tout de suite voir quels sont les moyens mis à ma disposition pour mieux observer mon application et l'éprouver tout de suite ». C'est-à-dire que pendant la journée, à certains moments, on a changé l'architecture applicative sur la partie environnement de simulation pour voir comment se comporterait cette application-là avec un design qui soit plus résilient. Donc ça, c'est quelques photos pendant la journée sur, donc effectivement, CloudWatch, la partie monitoring, il y a eu du rouge, pas mal. Et aussi, donc ça, c'est la partie vraiment débrief. On a essayé d'organiser ça au maximum en visual management, de faire des débriefs à chaud à chaque fois sur les incidents, d'essayer d'identifier de manière assez précise le ou les services qui pouvaient être améliorés pour essayer de construire un improvement backlog. Donc ça veut dire quelque chose qui soit très concret à la fin de la journée, sur lequel on puisse déjà implémenter des solutions. Donc voilà, c'est le côté on refait le match un peu. Hein. C'est effectivement, il faut essayer de se poser la question, de savoir qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue archi pour améliorer ça, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue comportemental sur les personnes, comment faire pour que l'équipe soit plus DevOps, entre guillemets. Et ces bonnes pratiques-là, tout en toujours en tête l'état d'esprit des participants pour conserver l'énergie. Donc voilà, donc ça c'est de manière très concrète, ce qu'il en est ressorti, c'est les post-it de Veolia. Clairement, on a la partie verte, c'est les choses qu'on a changées tout de suite en live. Donc le coût de la VM qui tombe, donc c'est très bien, on a un auto-scaling group, donc AWS va redémarrer une VM, donc ça c'est super. Par contre, comment on est notifié de ça, comment on sait qu'il y a eu un incident et qu'il y a eu une machine, c'est-à-dire que les notifications par défaut n'étaient pas activées. Donc montrer comment les notifications, comment on mesure ça. Toute la partie load balancing, le load balancing et l'auto-scaling group, ce sont des services qui sont très souvent activés chez les clients. En tout cas, on l'espère parce que c'est vraiment la bonne pratique. Néanmoins, la finesse de configuration et la profondeur de configuration de l'ELB et de l'auto-scaling group, et notamment comment on fait correctement du health check, bah, c'est une vraie question. Là, on l'a vu, très bien faire le health check pour cette application, c'est pas si évident parce que quand on fait un drop table, on casse potentiellement toute l'application avec une seule page qui marche, c'est celle du health check. Et donc le health check, il n'a pas fonctionné. Donc vraiment, beaucoup de réflexions autour de ça sur des services de base AWS qui sont présents partout et qui ont quand même besoin d'être, qui ont un niveau de précision important pour qu'ils fonctionnent très très bien. Ouais, je vois que c'est une des premières choses qu'on a vues, c'est que toutes les équipes qui étaient présentes avaient été formées au service Amazon. Pour ceux qui les utilisent, vous savez que c'est quand même super touffu, il y a énormément de services, les gens ont suivi une formation, ils l'ont mis en pratique, mais en fait on s'est très vite rendu compte que ce soit CloudWatch, CloudTrail, etc., on les utilisait pas complètement, on les utilisait pas bien, ou il y a des choses en formation qu'on avait oubliées, où on n'avait pas mis en perspective ces services par rapport à notre cas pratique. Et donc là, pour moi, une des premières choses qui est ressortie, c'est que la formation, ça suffit pas, la pratique non plus dans la construction. Il faut avoir ce genre d'exercice pour se rendre compte que on aurait dû utiliser, on pouvait tirer beaucoup plus parti des services Amazon que ce qu'on le faisait. Et ça, c'est le premier retour. Et ce retour-là, il n'y a pas besoin d'avoir le débrief ensuite post-mortem. C'est directement, on se dit, ah bah ouais, tiens, il faut activer tel et tel paramètre pour finalement qu'on arrive à détecter des choses qu'on n'a pas réussi à détecter pendant le wargame. Ouais, donc ça, c'est vraiment toute la partie mesure. Hein. C'est la partie bleue sur la centralisation des logs, l'exploitation des métriques de performance et aussi AWS Config sur les changements d'état
des services. C'est une mine d'or quand on a des problèmes. C'est juste qu'il faut bien apprendre à les utiliser et qu'ils soient bien activés pour que ça fonctionne bien. Et il y a 3 sujets plus orange, parce que là, c'était plutôt du moyen terme. C'est l'automatisation du déploiement applicatif, qui actuellement était plutôt manuel, et donc du coup, on a généré une erreur suite à ça. L'utilisation des DNS aussi pour faciliter les bascules entre les services, c'est un point important, notamment quand on utilise Route 53, donc le service de DNS d'Amazon. Et après, on a vu un petit truc de sécurité aussi sur la partie SSL. Ouais, enfin, faut voir les choses aussi d'un point de vue positif. Donc là, il y a plein de choses. Effectivement, ça a mis en lumière, comme je disais au début, beaucoup de choses qu'il faut tuner, qu'il faut revoir. Néanmoins, moi, il y a 12 ans, je suis resté en rade pendant presque 2 semaines avec un Oracle Portal intranet, pardon, avec des experts qui succédaient les uns aux autres pour régler notre problème et qui n'ont jamais réussi à les régler d'ailleurs. Ce qui nous a fait migrer à l'époque d'ailleurs sur Typo 3. Et là, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des choses qui étaient très solides. Donc, c'était aussi le côté positif, j'avais pour les équipes, c'est de se rendre compte qu'ils avaient mis en place un certain nombre de stratégies déjà en utilisant les services d'Amazon qui faisaient que, bon, moi, ça continue à m'impressionner parce que je suis vieux et que j'ai pas vu ça pendant de nombreuses années. On enlève une machine au milieu du stack et le truc continue à marcher. Et ça, c'est la raison pour laquelle je disais au début, j'aimerais bien que dans les prochains Game Day, inclure des porteurs d'applications complètement fonctionnels à ce genre de choses pour qu'ils voient réellement aussi la résilience du stack qu'on met en place pour eux et qu'on ait aussi vraiment la voix de l'utilisateur pendant le Game Day, ce qu'on n'avait pas fait cette fois-là. Moi, je vous partage une de mes principales surprises à la fin du Game Day quand on a débriefé en interne chez D2SI, c'est qu'on réalise beaucoup de formations. Alors, je fais des formations DevOps, des formations AWS, enfin, peu importe, mais je passe beaucoup de temps en formation. Et pendant le Game Day, c'est la première fois où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir des questions très, très précises, très pointues, avec le besoin pour les gens d'aller comprendre exactement qu'est-ce que c'était et pas juste d'écouter la réponse du formateur. Donc vraiment un engagement sur ça. Et avec un autre mécanisme où je me suis posé la question pourquoi finalement j'avais eu l'impression que vraiment le niveau de la formation était très bon, c'est que je me suis dit que collectivement le groupe, ça a tiré le niveau des attentes. Ça veut dire que on n'a pas eu un côté où le groupe finalement moyenne à la baisse pour on s'adapte au niveau de la personne qui a le niveau le plus faible. On a vraiment eu une capacité où ce soit chaque question de chaque personne qui tire le besoin d'apprentissage du groupe. Et ça, c'est un peu le Graal hein, pour les formateurs, d'arriver vraiment à tirer la quintessence, d'être plusieurs à travailler sur un sujet et qu'on arrive à former et à, on va dire, communiquer une vision ou en tout cas répondre à des questions qui sont de plus en plus compliquées et sur lesquelles on est chacun challengé. Pourtant, moi, je pensais bien connaître les services Amazon de base, hein, comme l'autoscaling, et pourtant, j'ai appris des choses pendant le Game Day parce que par rapport aux situations, j'ai dû creuser un peu en disant, tiens, ça marche vraiment comme ça Amazon. Et donc voilà, c'est ce côté-là, DevOps, c'est un mot qui est très souvent galvaudé, qui est mis à toutes les sauces. Clairement, c'est un mot qui met beaucoup de piliers, j'ai juste mis les 4 piliers. Transcrire ces piliers-là dans le cadre de formation, c'est extrêmement compliqué. On a beau réfléchir à des ateliers, à du visual management, à du travail collectif, à de l'intelligence collective, à du jeu, c'est un vrai challenge de faire passer qu'est-ce que c'est que le DevOps dans une formation parce que c'est un concept extrêmement mou. Là, c'est aussi une des premières fois que j'ai vu de manière très concrète qu'est-ce que ça pouvait être pour des gens de toucher du doigt, tiens, là, effectivement, Amazon, c'est une plateforme où moi, en tant que dev et ops, j'ai accès à toutes ces données-là. J'ai des données d'automatisation pour reproduire les environnements et faire mon config management, mais j'ai aussi des données de mesure qui sont partagées entre toutes les personnes. Pour avoir fait la résolution d'incidents en data center, il faut N équipes différentes avec chaque équipe a N consoles, N log management, N mesures de performance et réconcilier cette vision-là, c'est un casse-tête. Là, moi j'ai très vite compris, 2-3 personnes autour du problème, les gens, de manière très fluide, ils arrivent à partager toute l'information. Donc, et cet enjeu culturel et de partage qui est vraiment très très DevOps, là en tout cas à travers cet exercice GMD, on l'a vraiment touché du doigt de manière très concrète. Et donc pour moi c'est vraiment une des grosses satisfactions. Ouais, c'est un peu le mode aussi, même si c'est pas sur de l'innovation, on est un peu aussi en mode double pizza team, avec des compétences très diverses, des gens qui collaborent tous à un sujet.
Je pense que ça donne aussi une cohésion au groupe. Et encore une fois, quand on est en transformation d'équipe, parce que là, on était en plein dans la réorganisation de nos services IT, ça met en perspective l'importance du travail d'équipe dans un mode DevOps, où on n'est plus du tout en mode silo, alors, on s'avance vers du run what you built. Et puis, je pense que le DevOps, effectivement, au début, on le voit, on va automatiser des choses souvent à la création, souvent en CloudFormation, souvent, etc. On va être capable d'aller pousser des choses, des VPC en automatique. Là, on se rend compte que ça sert à bien d'autres choses que ça. Et ça, je pense que ça a fait gagner un niveau de maturité aux équipes, y compris d'ailleurs à moi, que je n'avais pas forcément avant. Alors, moi, la première conclusion que j'en ai tirée quand on a débriefé, c'est que on a appris tellement de choses avec ça, on a mis le doigt sur tellement de failles qu'on avait, que j'ai décidé en fait de systématiser cet exercice-là aux gros objets qu'on bouge sur le cloud. Donc il y en a un qui se passe demain, qui est le deuxième on a bougé il y a quelques mois avec succès, et d'ailleurs sans trop de problèmes, donc on va voir ce que donne le Game Day, l'ensemble de notre data warehouse. Donc savoir que tous nos systèmes ils sont 24/7, puisqu'on fait 15% de notre chiffre d'affaires en France, tout le reste c'est à l'étranger. Donc on est en mode follow the sun, donc c'est important d'avoir quand même des systèmes qui sont extrêmement résilients. Et je pense réellement que sur chaque gros objet qu'on bouge sur le cloud, ça vaut le coup de le faire. Pourquoi ? Parce que les composants qu'on utilise, les équipes, le mix des équipes n'est pas le même. Et que je pense qu'on va beaucoup apprendre. Ça va nous permettre aussi de voir ce qu'on a pu capitaliser ou pas, et on aura certainement des mauvaises surprises, ce qu'on n'a pas réussi à capitaliser réellement, qu'on a fixé sur un premier environnement, mais qu'on n'a pas su répliquer sur le deuxième. Donc c'est aussi le but du jeu, c'est comment est-ce qu'on progresse. Je pense le deuxième takeaway pour moi, c'est que ça nous entraîne à faire beaucoup plus de cloud native, parce qu'on se rend compte que les composants faibles, c'est souvent justement les composants qui sont cloudifiés, pas ceux qui sont cloud native. Donc là, depuis quelques mois, on a notre première application serverless, et on se rend compte que c'est finalement beaucoup plus facile de monitorer, d'assurer une résilience de ces applications que des applications qu'on a cloudifiées qui sont pas nativement cloud. Et puis le DevOps, comme je le disais, pour les équipes, maintenant, c'est vraiment une réalité. Ils comprennent réellement tout ce qu'on peut faire avec, même si malheureusement, c'est toujours frustrant parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Mais je pense qu'à chaque fois, ça va être un accélérateur. On a monté une application, il y a quelques mois, une application vraiment de portail digital pour nos clients reliés à de l'IoT, etc. Et je pense qu'on a mis en place un certain nombre de systèmes qui sont liés à ce premier Game Day. Donc il y a des erreurs, je suis à peu près persuadé qu'on n'a pas refaites. Et on arrive plutôt en design maintenant à intégrer ces éléments-là, chose qu'on n'était pas capable de faire avant. Typiquement, pour participer au projet de nouveau portail, toute la partie intégration continue et continuous deployment, maintenant, c'est des choses qui sont intégrées dans les pratiques et donc sur lesquelles il y a encore du travail, mais néanmoins, en termes de trajectoire, on est vraiment en recherche de fiabilité sur ces opérations-là. Et l'infrastructure as code a été faite par défaut sur le step 0 de l'application pour déployer les environnements. Et donc ça, même si ce n'est pas sur ce projet-là applicatif, c'est quand même une des conséquences sur un nouveau projet applicatif qui arrive, d'arriver avec des pratiques cloud dès le début du projet. Une autre chose, c'est qu'on commence à s'intéresser beaucoup chez nous au SD-WAN, et on va commencer à pousser, à virtualiser nos équipements réseau, etc. Et tout ça, c'est du DevOps. Et j'envisage dans l'avenir de faire aussi des game days sur des stacks réseau. Parce qu'on sait bien tous que c'est super bien d'avoir tout dans le cloud, sauf que quand le stack réseau il se plante, on n'a plus rien. Et ces cas-là, on les a. Moi, ce que je cherche dans la virtualisation des équipements réseau, c'est aussi d'avoir la puissance du DevOps et être capable d'intégrer aussi sur les stacks réseau un certain nombre de services de DevOps qui nous permettent d'être plus résilients et, encore une fois, pour nos utilisateurs, d'avoir nos problèmes de façon de beaucoup moins les voir, d'être beaucoup plus transparents par rapport à ce genre de choses. Merci à tous. Merci Laurent, merci Jean-Charles pour votre retour d'expérience.
pour toute question, n'hésitez pas à retrouver Laurent et Jean-Charles sur le stand D2SI, stand P2, sur lequel vous pouvez échanger avec eux sur un peu plus longuement sur leur retour d'expérience et rentrer plus dans le détail. S'il vous plaît, pour vraiment dans un souci d'amélioration, j'aimerais que vous puissiez prendre quelques petites secondes et taper cette adresse et qu'on puisse avoir votre retour sur la session. Je vous remercie et vous pouvez retrouver le buffet parce que c'est l'heure du déjeuner. Voilà.